reçoit aujourd'hui pour cette première édition de la Semaine de la Presse à Sciences Po Ex. Vous êtes notre première invitée de cette série d'interviews de chercheurs du Sherpa que vous dirigez. Aujourd'hui, on va mêler la thématique des médias à une thématique qui vous est chère, celle de l'Europe. Alors que l'Europe ne fait pas figure de sujet préféré des médias, est-ce que l'actualité politique d'Emmanuel Macron au Parlement européen va permettre de replacer cette Europe au cœur des questions d'actualité? Alors de fait, on voit que depuis l'intervention ces jours derniers du président de la République au Parlement européen, il y a une actualité européenne. Et habituellement, l'Europe est pas le sujet préféré des médias. On a coutume de dire que l'Europe n'est pas un sujet sexy ou pas un sujet vendeur et que souvent, même les journalistes accrédités auprès des institutions européennes, à Bruxelles ou à Strasbourg, peinent à convaincre leur rédaction de faire passer un article, un sujet sur l'Europe. Alors il y a plusieurs raisons à cela, c'est-à-dire qu'on sait bien que le système décisionnel européen, la manière dont fonctionne l'Europe, est quelque chose qui paraît assez abscon, assez compliqué, lointain, et donc du coup il y a une difficulté à attirer le spectateur, le téléspectateur ou le lecteur de presse sur l'enjeu européen. En même temps, on voit que depuis quelques mois, et y compris lors de la dernière campagne présidentielle française, et c'est assez inédit d'ailleurs, l'Europe a été au cœur des débats, notamment parce que nous avions au second tour de l'élection présidentielle le candidat à l'époque, Emmanuel Macron, qui d'une certaine manière chevauchait la thématique de la relance politique de l'Europe. Et face à lui, la candidate Marine Le Pen, qui avait fait du discours anti-européen et peut-être même de la sortie de l'euro un de ses chevaux de bataille, un élément fort, en tous les cas, un élément phare de sa campagne électorale. Donc, on sait par ailleurs que ça générait des débats au sein de son parti, mais donc c'était assez inédit d'avoir deux finalistes à l'élection présidentielle qui soient sur des positions aussi fortes à la fois et aussi clivées sur l'Europe. Donc d'une certaine manière, il y a un agenda politique, un agenda médiatique européen depuis quelques mois qui correspond aussi sans doute à la volonté d'un certain nombre de responsables politiques européens de remettre un peu l'Europe à flot. Alors évidemment, pas tous, on a vu la réélection récemment de Viktor Orban en Hongrie. Donc tous les dirigeants européens ne sont pas pro-européens, ne souhaitent pas relancer l'Europe. Mais en tous les cas, on voit bien qu'elle est l'enjeu aujourd'hui d'une politique européenne. Et donc pourquoi cette Union européenne reviendrait sur le devant de la scène médiatique à cause de l'actualité, à cause d'autres facteurs? Je vous pose un peu la question. Pour un certain nombre de dirigeants politiques, l'Europe peut apparaître comme la solution à un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui à l'échelle internationale. Donc, évidemment, l'Europe subit ce qu'on appelle la crise migratoire, c'est-à-dire qu'elle était censée, les institutions de l'Union étaient censées prendre en charge, régler le problème des migrations, mais on voit bien que ce problème des migrations aujourd'hui est directement généré par des conflits aujourd'hui en Syrie. Bon, il y a aussi la situation afghane qui nourrit depuis maintenant plusieurs années des flux de migrants importants vers l'Europe et elle s'est avérée incapable jusqu'ici de proposer une solution concertée avec des clés de répartition acceptées par l'ensemble des responsables politiques. Pour autant, est-ce qu'il peut exister une solution à ce qu'on appelle la crise migratoire autre qu'une solution européenne? Certainement pas. Donc, la relance de l'Europe, c'est aussi finalement la nécessité d'utiliser l'outil à la fois de la concertation et de l'intégration européenne pour faire face aujourd'hui à des difficultés qui ne sont pas solubles à l'échelle des États ou même à l'échelle des relations franco-allemandes ou d'un triptyque européen. Donc on voit bien que, notamment sur cet aspect-là, qui lie à la fois la question migratoire à une question de sécurité extérieure, aux marges de l'Europe, on voit bien que finalement ça nécessite de trouver une nouvelle ligne commune européenne. Par ailleurs, je pense qu'il faut remettre ça en perspective avec l'élection du président Trump, qui, pendant toute sa campagne, a été très critique à l'égard de l'Europe, comme système institutionnel,
et qui, dans la politique à la fois étrangère et commerciale, on l'a vu récemment, finalement introduit la nécessité de réagir, là aussi, à 28, ou au moins à plusieurs, puisque le périmètre de l'Union européenne va être défini par le Brexit, par l'idée qu'il puisse y avoir une Europe à plusieurs échelles ou à plusieurs niveaux. Mais on voit bien que voilà, cette guerre commerciale, qui a été d'une certaine manière déclarée officiellement par Donald Trump, suppose une réponse européenne. Dernier élément, sans doute, à avoir à l'esprit pour comprendre cette nécessité de relance de l'Europe, la question climatique. La position du président Trump, la sortie des accords de Paris, la réponse immédiate qui a été faite par le président Macron, nous montre bien qu'au-delà de l'audace ou du courage politique à constituer ce geste, on va dire, du président Macron immédiatement après l'annonce du président Trump, suppose que le président Macron trouve des marges d'appui, des alliances, des coalitions politiques pour justement qu'il y ait une politique climatique qui ne soit pas uniquement une politique climatique française en réponse à la sortie des États-Unis des accords de Paris. Donc là aussi, il faut renégocier une ligne européenne, une ligne d'action, une ligne forte. Donc politique commerciale, politique étrangère, politique climatique. On a là des dossiers pour lesquels effectivement les marges de manœuvre, les marges d'action se situe au-delà des limites étatiques, au-delà des frontières étatiques et sans doute se trouve à Bruxelles. Finalement, pour parler de l'Europe, il faut que des personnes parlent de l'Europe parce qu'on a un peu une absence d'une personne qui serait, on va être dans le cliché, mais chef de l'Europe et qui parlerait, elle, au nom de l'Europe car elle incarnerait l'Europe. Et du coup, il faudrait attendre absolument qu'un chef d'État, européen ou non, parle, critique l'Europe pour qu'on en parle. C'est un vieux débat, manque d'incarnation. De fait, c'est un débat qui s'est beaucoup posé, notamment au moment de l'échec du traité constitutionnel en 2005. L'une des critiques principales adressées à l'Europe était de dire l'Europe, on ne sait pas qui c'est. Comme Kissinger, l'Europe, quel numéro c'est qui l'Europe? Donc d'une certaine manière, c'est un débat ancien, mais qui ne sera pas résolu par l'activisme ou le dynamisme d'un chef d'État, d'un sur 28. Et donc, alors vous savez sans doute qu'il existe un président de l'Europe, un président du Conseil en tous les cas, qu'il existe un président du Parlement européen, qu'il existe un président de la Commission européenne. Et donc finalement, l'Europe ne manque pas de figures, peut-être en a-t-elle trop, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a cette difficulté à associer, comme on le fait traditionnellement, le pouvoir politique à une personnalité. Alors ça peut marcher sur certains volets ou certains domaines d'action politique. On voit qu'on a des commissaires, des membres du collège des commissaires européens qui sont très allants sur les questions commerciales, sur la question de la protection des données. On a eu avec Javier Solana et peut-être aujourd'hui avec Federica Mogherini un responsable de la diplomatie européenne visible, médiatique, peut-être même, je pense à Solana, charismatique. Mais bon, de fait, il y a cette difficulté à incarner l'Europe et à faire reconnaître cette incarnation à la fois à l'intérieur, c'est-à-dire entre les pays, entre les États membres, mais surtout à l'extérieur, sur la scène internationale. Bon, là, effectivement, au-delà de la question de l'incarnation, se pose la question véritable des pouvoirs qui sont donnés aux institutions supranationales que sont notamment la Commission ou le service d'action extérieure de l'Union. Donc cette incarnation, elle est sans doute, pour finir là-dessus, aussi le reflet d'un pouvoir encore inaccompli ou inachevé, notamment sur le domaine des affaires étrangères et de la politique extérieure, où, effectivement, je le disais, l'Europe, quel numéro? Quel numéro? Je ne sais pas. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions pour cette première édition de la Semaine de la Presse à Sciences Po Ex. Et on essaie de continuer très bientôt avec d'autres chercheurs et chercheuses du Sherpa. Merci beaucoup.